Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Donc je rappelle nos rendez-vous, mais maintenant vous êtes habitués presque, et lundi et vendredi à 20 h, avec toujours un nouvel invité. Ce soir nous allons accueillir une invitée. Quand on va me dire, bien sûr, après qu'il y a beaucoup de berbères, mais c'est pas moi qui je dis, c'est leur engagement. Et donc c'est vrai qu'en France, il y en a beaucoup, alors qu'ils soient de Kabylie, Schleur, du Rif, enfin, c'est une grande civilisation, il y en a partout dans toute l'Afrique, même au Nord-Mali, il y en a partout, en Mauritanie. Donc quand on accueille, on ne peut pas les rater, quoi, en clair. Hein. Donc non, mais ça n'a rien à voir avec les origines, parce que souvent, alors entre ceux, je disais déjà dans des émissions précédentes, qui me reprochent de ne pas en faire assez et d'autres d'en faire trop, je n'en fais pas ni plus ni moins, je fais juste que faire montrer la réalité sociale de ce pays. Hein, Raïssa Elay, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez nous parler de votre parcours, de votre histoire d'abord, et puis de votre engagement sur la cause des femmes, qui est un engagement très fort, et puis d'autres choses d'ailleurs, mais on va vous découvrir. Alors Raïssa Elay, parce que je sais que vous voulez vous présenter sous ce nom-là, parce que c'est votre nom avec lequel les gens vous connaissent, donc on va garder ce nom-là, hein. Ça me va. Vous êtes un peu comme les Daft Punk, vous. C'est ce que je disais, oui. Voilà, hein. C'est mon nom de scène. C'est votre nom de scène. Et donc, Raïssa Elay, vous êtes né où? Vous êtes de quelle origine? Vous avez grandi où? Alors moi, je suis née à Paris, dans le 20e, dans un quartier populaire qui s'appelle La Banane. Et j'ai évolué dans un milieu assez populaire, modeste, classique. Mes parents sont d'origine marocaine, de la région autour d'Oujda, donc des montagnes de Mestferki. On est d'origine berbère, donc Zénith. Et voilà, mon père a émigré dans les années 60 pour chercher du travail. Et il faisait quoi, votre père, dans le 20e? Déjà, il n'était pas tout de suite dans le 20e, il a fait un petit peu tout. Bon, déjà, il a commencé, c'était un peu compliqué, hein, mais à l'époque, on trouvait du travail, donc il a fait ouvrier, les petits boulots, parfois il était sous les ponts, parfois il arrivait à trouver un logement, et puis petit à petit s'installer, et il a fini cuistot. Donc voilà, j'ai des souvenirs de mon père qui préparait une mayonnaise maison, il cuisinait et il était aide cuistot dans les grands hôtels. Il est rifin ou il est chelin, votre père? Il est ni rifin ni chleuh, parce qu'au Maroc, il y a les tarifit, les tachlhit, les tamazirt, ouais. Et il y a les zénètes, donc qui sont plutôt dans l'est marocain et l'ouest algérien. Tout à fait, vers la région d'Oujda et tout ça, parce que c'est bien que vous précisiez ça. Donc, voilà. Et voilà. Et bien en tous les cas, c'est une très belle région, Oujda. Pour certains, ils disent que c'est l'Algérie. Pour d'autres, c'est souvent on dit ça. Hein, il y a l'expression d'ailleurs, les Marocains utilisent Oujdi sec pour dire qu'ils sont durs et qu'ils sont. Non, c'est ça. Rasqasah aussi, ça c'est pire, c'est ma tribu, donc des Skara. Des Skara, on dit qu'un Zekraoui, quand il tombe d'un immeuble et qu'il tombe par terre, donc son crâne est intact parce qu'il a le crâne tellement dur que ça passe. Il est intact. Et donc vous êtes né dans le 20e et vous êtes d'origine de cette région, de cette belle région d'Oujda, aux alentours d'Oujda. Vous avez grandi donc dans le 20e, vous avez fait toute votre scolarité dans le 20e? Exactement, dans le même quartier. Et c'est vrai que bon, c'est pas comme maintenant, le 20e c'est un petit peu bobo maintenant, populaire, dans le sens sympathique, etc. À l'époque, il y avait de la drogue, des meurtres, des règlements de compte, et c'était pas évident d'évoluer dans ce cadre-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 grands frères et une sœur qui avait une dizaine d'années de plus que moi. Donc j'ai un petit peu suivi leur chemin. Rapidement, ils se sont intéressés aux études, ils ont vu qu'il y avait plein de choses à faire en France. Ils ont eu accès à plein de choses et j'ai mon frère aîné, Rachid, qui est professeur des écoles maintenant, qui était très curieux. Donc, Rachid, on te salue. Rachid, si tu nous regardes. Voilà, hein, ta petite sœur pense à toi, c'est solidarité familiale. C'est ça. Et donc il a initié un petit peu le chemin. La fratrie, quoi. C'est ça. Il a ouvert la voie à la fratrie. C'est ça, par des chemins qui ne nous étaient pas du tout offerts, c'est-à-dire que c'était un petit peu le destin du quartier de faire une formation technique, professionnelle, BEP, etc. Et lui, il avait son ami qui avait son père qui était ingénieur. Donc rien à voir avec notre milieu. Et il allait tout le temps chez lui, il rentrait, il racontait, il disait « Ah, mais son père, il construit des avions, il est dans l'aéronautique, etc. » Et donc, ça a initié comme ça, mes 3 frères et moi-même, on a suivi les classes préparatoires, donc Maths Sup, Maths P, pour faire des écoles d'ingénieurs.
Voilà, Oui, parce que vous avez fait une école d'ingénieur, vous. Alors Ouais. vous êtes ingénieur en plus. Je suis ingénieure en informatique et mathématiques appliquées, voilà, depuis une dizaine d'années. Voilà, et vous êtes, c'est quand même un beau parcours, non Oui, On montre que des jeunes qui grandissent dans des quartiers, parce que souvent, ce que vous disiez sur l'affectation, c'est le problème de l'orientation. En France, on regarde par rapport à la condition sociale et on oriente, au lieu d'orienter par rapport au potentiel. exactement. Alors c'est un gros problème parce que moi j'étais dans un collège ZEP, donc zone d'éducation prioritaire. Alors on disait tout souvent, on voyait la priorité de l'éducation, mais pas l'éducation en priorité. Voilà. Vous voyez, donc c'est exactement ça. Il y a eu des études qui ont démontré que ce système est un échec au bout de 30 ans. Donc moi j'en suis un peu entre guillemets l'exception. Mais ce parcours que j'ai suivi, c'est uniquement et strictement mes grands frères qui ont permis que je le suive. Parce que jamais... bon, j'adorais les maths, c'était ma passion. J'étais première de la classe, très assidue, très appliquée. Jamais on ne m'a proposé, on m'a parlé d'un cursus tel que les voies de prépa ou la fac, etc. Botsp C'était pas au collège en tout cas. Donc j'ai dû moi prendre l'initiative de faire un dossier pour ne pas me retrouver dans le lycée de quartier qui était juste la continuité de ce collège. Donc j'ai fait un dossier avec d'autres amis, on était 5 un petit peu à être reçus, c'était le lycée Maurice Ravel, donc il reste dans le 20e mais un peu plus huppé. Et je me souviens très bien que la semaine de la rentrée, on a été convoqués par l'adjointe au directeur. Et moi, je me suis dit, on va être félicités, on va être soutenus, etc. Et malheureusement, on nous a dit, écoutez, on sait d'où vous venez, donc vous avez intérêt à vous tenir à voilà, carreau. premier carton, donc vous vire, c'est ça qui Voilà, qu'on dit. exactement. C'est ça le mot d'accueil. Exactement. Alors, je ne veux pas généraliser parce que par ailleurs, on a eu d'excellents professeurs, des très bons soutiens. Moi, j'ai une professeure de mathématiques qui m'a beaucoup soutenue, qui avait été professeure de mathématiques au Maroc. Voilà, qui m'a vraiment soutenue et qui était derrière moi, hein, qui a dit vas-y, surtout que voilà, c'était un double challenge parce que déjà issu d'un milieu populaire, milieu modeste et en plus une fille, c'était vraiment pas évident. Donc bon, on va dire qu'il y a eu un petit peu de bâton, mais pas beaucoup plus. Ce qui est difficile ensuite, c'est un petit peu l'aspect financier, ou du moins quand on se rend compte, en montant avec les années, que l'écart se creuse d'un point de vue du milieu social. Voilà, moi j'ai fait mon école d'ingénieur à Toulouse parce que les écoles les plus difficiles sont à Paris et que j'avais pas le niveau pour intégrer Polytechnique, les mines ou Centrale. Donc j'ai fait une école plutôt bien classée pour la spécificité que j'avais choisie. On était 5% de filles. Voilà, c'était vraiment ça, une promotion de 100 personnes, on était environ 5 filles. Et arrivé à Toulouse, il faut payer un appartement, il faut payer des frais. Avant ça même... Alors, c'est vrai qu'on ne souligne pas assez. Ouais. Dans les écoles d'ingénieurs, dans les grandes écoles, il y a très peu de filles. Exactement. Moi, je le dis parce que j'ai ma nièce qui a la chance de faire l'école des mines, mais qui est la seule fille de sa classe. C'est quand même incroyable. Tout à fait, et on n'incite pas, c'est vrai, on n'incite pas les filles dans les filières scientifiques, alors qu'en général, elles réussissent très bien. Oui, non, mais il n'y a Voilà. pas de doute. Non, mais surtout dans les filières d'ingénieurs, les filières techniques, on ne privilégiait pas les filles. C'est-à-dire qu'il y a très peu de filles. C'est un constat, je le dis, puisqu'il faut travailler sur l'égalité femmes-hommes. Donc autant le dire quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors qu'on a beaucoup de filles, que ce soit dans nos quartiers ou dans la France en général, qui ont des qualités, qui ont des potentiels et qui pourraient bien y rentrer. Mais si effectivement il y avait moins de discrimination. Effectivement, alors moi je pense encore une fois, et je ramène à mon expérience personnelle, hein, que c'est un problème de modèle. Tant qu'il n'y a pas de modèle à suivre, tant qu'on ne se dit pas « Ah tiens, c'est une femme, elle réussit, elle peut être ingénieure, elle peut être directrice, elle peut être manager, elle peut créer son entreprise », les femmes ne vont pas se projeter, les jeunes filles ne vont pas se projeter. Vous voyez, quand on est dans un microcosme comme ça, dans une cité, dans un quartier, on tourne en rond et malheureusement, on est tiré vers le bas. On va toujours suivre celui qui fait les bêtises, etc. On manque de référents, quoi, c'est ça que vous voulez dire. C'est exactement ça. Alors, heureusement, il y a des programmes qui sont en train d'être mis en place avec nos quartiers ont du talent ou des systèmes de parrains, marraines, etc. qui vont dans les collèges, dans les lycées pour montrer les métiers qui existent et les filières. Mais c'est un travail de longue haleine.
Alors comment dans ce travail de longue haleine, une femme ingénieure à la tête bien faite, je parlais intellectuellement, visiblement c'est pas, parce que les gens ne savent pas après ce qu'on doit dire à une femme, on est tous un peu, mais je parlais ça, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à la promotion de cette culture, des femmes, le rôle des femmes, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à aller sur ce terrain-là? Alors c'est un petit peu, on va dire, à l'envers, c'est-à-dire que c'est la danse qui m'a amenée à cette prise de conscience. Parce qu'en parallèle, vous faisiez de la danse. Voilà, donc ce qui s'est passé, l'anecdote, c'est que quand j'avais 5-6 ans, j'ai vu une petite fille danser à la télévision qui avait un tutu, etc. Et puis j'ai regardé ma mère, je dis maman, je veux faire ça. Bon, vous voyez le contexte, famille nombreuse, marocaine, traditionnelle, je veux faire ça. Bon, il s'est avéré qu'à l'époque, dans Paris, il y avait ce qu'on appelait les tickets loisirs qui existaient. Donc c'était une espèce de bourse, l'équivalent d'à peu près 300 € annuels. On pouvait inscrire les enfants de familles modestes dans des activités sportives. Voilà. Donc ma mère a reçu le fascicule. Bon, elle a regardé danse et elle a regardé l'endroit le plus proche de la maison. Alors, l'endroit le plus proche de la maison qui venait d'ouvrir, à ma grande chance, c'était le conservatoire Georges Bizet dans le 20e arrondissement. Donc, dès mes 7 ans, j'ai suivi de manière hebdomadaire des cours de modern jazz avec Sophie Ardillon, que je salue, qui est une des meilleures enseignantes reconnues de jazz en région parisienne. Et j'ai eu la chance de suivre une dizaine d'années comme ça, gratuitement, des cours. Gratuitement. Vous le payez puisque c'était dans les impôts locaux, dans les impôts. Voilà, c'est quand même les tickets, rien n'est gratuit, on le paye d'une façon ou d'une autre. Exactement, mais donc voilà. Une contribution de tous les citoyens pour ce merveilleux rêve que j'ai vécu, parce que c'était exceptionnel. Alors c'était douloureux parce qu'à 7 ans, 7-8 ans, j'ai été confrontée aux disparités de la société, parce que je pensais retrouver mes copines dans ce conservatoire. Et en fait, c'était un espèce de microcosme, encore une fois, dans le quartier. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des petites têtes blondes qui étaient déposées par leurs parents en voiture. Donc, je ne sais pas où elles habitaient exactement, peut-être un peu plus haut dans le 20e ou dans le 11e. Et qui n'avaient pas du tout le même statut social que moi. Donc, moi j'étais toujours à l'écart. Elles avaient vraiment les petits chaussons de marque, les petits collants. Moi j'avais des couleurs dans tous les sens, j'ai mes cheveux comme ça. C'était vraiment un petit peu deux mondes différents, et je sentais parfois que me regardait un petit peu bizarrement. Vous avez le cheveu réticent, le cheveu retors, non? Ça allait, par rapport à d'autres, ça allait, mais c'était un peu l'image que je gardais. Et malgré tout, c'est juste qu'on était dans de deux milieux complètement différents. On a appris à s'apprécier. On a eu les a priori, c'est des deux côtés. Nous, on dit, regarde, la Bourge, etc. Elles se disent, mais regardez, c'est l'arabe. Et finalement, c'est juste qu'on ne se connaît pas. Donc j'ai eu cette chance de par ces rencontres, mais également de par la danse, puisque ma professeure a amené chaque année des professeurs de danse différentes, et vraiment des professionnels. Elle ne cherchait pas, elle, à reproduire, elle ramenait des experts. Donc j'ai fait de la danse du charleston, des danses africaines, danses asiatiques, du hip-hop. J'ai vraiment fait de tout pendant ces 10 années, et du coup je me suis retrouvée à 18 ans avec un bagage assez conséquent et une soif dans les danses. Et ça m'a poursuivie, et du coup après je me suis mise à fond dans le hip-hop. Et il y avait toujours cette revendication de femme, donc encore une fois, femme dans le milieu hip-hop parmi les hommes. Donc, j'ai fait des battles, j'ai fait des concours, j'en ai gagné certains à l'époque. Et voilà, et progressivement, j'ai eu ce retour aux sources, qui ne m'a jamais quittée, parce que chaque année j'allais au Maroc, chaque année il y avait des mariages, et Oujda, Ergada. Donc Ergada, c'est une danse d'homme, c'est une danse guerrière de base. Et moi, donc, je dansais comme un homme. Je dansais pas comme une femme, discrètement. Je tapais sur le sol, les épaules, voilà. Et du coup... Les talons. Voilà, surtout les épaules. Et du coup, effectivement, à un moment, quand j'ai... C'était harsh. Voilà, très dur. J'ai eu une envie de créer un groupe de filles qui faisaient que de la Ergada. C'était mon truc. C'était vers 2012. Alors, c'est quoi l'origine? Parce que les gens nous regardent, ils voudraient savoir. C'est quoi l'origine de l'Ergada? Alors, Ergada, c'est justement, donc, comme je disais, une danse guerrière qui
consistait à vraiment marquer son territoire. Donc effrayer son adversaire, marquer son territoire. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des tapes assez soutenues au sol, les épaules, et ça se danse avec des bâtons, des fusils, donc encore une fois pour marquer la victoire. Mais il n'y a pas qu'à regarder, toutes les danses berbères, entre guillemets, à Mazir, se dansent avec le fusil, les coups de truc, tout ça, c'est la canne, c'est des danses traditionnelles. Pas nécessairement. Par exemple, si on prend les danses shluh, elles sont plutôt poétiques. Donc c'est plutôt des poèmes, ça peut chanter l'amour, ça peut chanter... Il y a les deux, mais la plupart... voilà. Mais souvent les hommes, d'ailleurs quand ils utilisent la canne, c'est pour faire le geste du fusil. Exactement, quand ils utilisent la canne. Mais c'est vrai que les shluh, ils sont plus dans les danses collectives qui symbolisent un petit peu, vous voyez, comme un champ de blé, comme un souffle de vent. Voilà, c'est très imagé, très dans la nature en fait. Si on prend le hidous, c'est également similaire, mais dans le hidous, il y a une variante, dans la hawash également, il y a une variante plutôt qui s'appelle teskouyin, où typiquement ils utilisent vraiment des poignards, et là c'est une danse vraiment guerrière. Mais c'est pas systématique. On utilise des noms berbères en plus, c'est des noms à Mazir, quoi. C'est vraiment les noms de. Oui, c'est l'origine de toute cette région-là en réalité. Hein. Exactement. D'ailleurs, en parlant d'Amazir, je vois que vous avez une très belle broche. Oui. C'est qui vous l'a offert. J'ai dansé pour le Nouvel An berbère, donc Yenayir, ce samedi pour un événement 100% femmes, organisé par l'association Tata, que je salue, exceptionnelle. Et voilà, un créateur... À Montreuil, tout à fait. Oui, je connais ce à Montreuil, bien sûr. Voilà. Passe le bonjour. Donc, voilà, on le salue. Je connais la fille de la présidente. Exactement. Voilà, qui sont très engagés, à qui on passe le bonjour et qui attend, je crois, un heureux événement. Tout à fait, exactement. Ouais, comme quoi, vous voyez... On la soutient. Voilà. Et je crois que c'est la troupe Tilili qui est venue danser, puisque quand vous voyez comme quoi... Oui, je m'intéresse. C'est l'actualité, tout à fait. Je suis l'actualité. Donc vous avez une très belle broche. Et du coup, il y avait un créateur que je salue également, qui s'appelle Noumidia Artisanat, qui ramène des bijoux fantaisie d'artisans kabyles. Oui, Noumidia fait une fantaisie, il fait toutes les presque fêtes les layers au total. C'est ça. Donc voilà, j'ai eu la petite touche aujourd'hui. Ça vous va très bien en tous les cas, voilà. Et donc du coup, parlez-nous maintenant de votre engagement associatif et de ce mélange que vous avez avec la danse, la place des femmes et tout ce travail que vous faites. Exactement. Là. Alors. Donc quand j'ai voulu faire cette fameuse troupe de Rgada féminine, j'ai croisé le chemin d'une autre artiste exceptionnelle qui s'appelle Esmi, qui est pas maghrébine mais qui maîtrise les danses maghrébines avec une énergie folle. Et du coup on a fait un duo. Bon, on a dit on va faire le plus gros concours de danse orientale en Europe, parce qu'en danse orientale c'est très très développé et les danses traditionnelles le sont pas. D'ailleurs on les appelle folklore. Moi j'utilise pas personnellement ce terme parce que je trouve qu'il est un petit peu péjoratif. Et on est allé en Allemagne comme ça, on a fait de la Rgada à deux avec des bâtons, des djellabas qu'on a achetés à Barbès, et on a gagné le concours. Donc on était un petit peu sollicités, on s'est dit on va pas continuer à deux, quoi. Il nous fait une tribu. Donc on a fait passer un casting. Et moi je me suis dit il va y avoir que des Marocaines, des Algériennes qui vont venir, on va rigoler, etc. Et finalement on n'en a pas eu, on en a eu une. On a eu principalement des Françaises et on a créé ce qu'on a appelé la tribu Chouchouka. Donc voilà, pendant 4 ans. Chouchouka, c'est très bon, je vous le dis. Chouchouka. C'est très beau et c'est un vrai mélange. Donc c'est un très beau terme. Voilà. Bon, mais nous on fait de la chouchouka tout le temps, marqué. C'est naturel, tout est chouchouka. Allez hop là. La chouchouka, on a trouvé que c'était coloré, c'était pimenté, et c'était un plat qui était plus ou moins commun à tous les pays du Maghreb. Voilà, en Tunisie, Algérie, Maroc, on en consomme, donc on a trouvé... Il y en a qui mettent des œufs, pas de... Après, on peut mélanger les choses, il y avait des trucs. Mais en tous les cas, les tomates, les poivrons, les oignons, c'est la base. C'est la base pour tout le monde. Et moi j'étais un petit peu dans mon côté carré à dire oui, mais est-ce que ça fait pas un petit peu trop farfelu, etc. Bon, finalement les gens ont vraiment retenu le nom, ont vraiment adoré. Et voilà, on a fait quelques prestations qui ont buzzé sur internet avec des millions de vues. Voilà, de Rgada entre autres, et de Cherbi marocain. Et comment s'appelle c'est la tribu Rgada, c'est ça La tribu Chouchouka. La tribu Chouchouka. Et voilà, c'est pour les gens, parce que justement, pour les gens qui nous regardent, la tribu Chouchouka, et ils peuvent retrouver les vidéos sur Internet, c'est ça ? Sur Internet. Et du coup, c'était un peu les prémices de mon vrai projet individuel. Voilà. On va y arriver. Donc nos chemins se sont séparés avec ma binôme, et là j'ai voulu créer quelque chose
vraiment qui colle un petit peu avec mon histoire. On va faire une espèce de rétrospective. Et j'ai créé ce que j'ai appelé la troupe Kif Kif Bledi. Alors Kif Kif Bledi, le concept, c'est évidemment les danses du Maghreb. Hein, c'est comme ça que je vous ai connu, c'est avec Kif la Kif troupe Bledi. Kif Kif Bledi. Voilà. Exactement. C'est pour ça que moi je fais l'histoire de Ghana, ça permet aux gens de découvrir quand vous êtes venu là, mais c'est Kif Kif Bledi. Voilà, c'est Kif Kif Bledi, voilà, ma troupe. Et du coup, Kif Kif Bledi, ça veut juste dire, quel que soit mon pays d'origine, j'ai envie de me sentir chez moi. Kif Kif, pareil. Où que je sois, j'ai envie de garder un petit peu tout de pareil mes que origines. toi, quoi, c'est ce que je disais. Voilà. Et y a des gens qui me disent « Ah, kiff kiff, c'est pour le kiff ». Je dis « Oui, aussi, ce que vous voulez, comme vous avez envie de… » Parce que le kiff, c'est autre chose que… Pas le kiff, voilà. Parce que les gens, c'est kiff kiff Bledi, non, mais c'est pas là, faut le préciser, sinon c'est jamais, sinon vous allez avoir de la demande peut-être. Non, on fait pas du tout ça. Et donc là, c'était renforcer encore plus ce statut de femme. Donc à travers des projets vidéo. Donc on fait des clips, j'ai appelé ça les contes de Raïs Saleh. Évidemment, je m'inspire des danses du Maghreb, pas que berbère pour le coup. Mais on ne va pas pouvoir reproduire dans une montagne, près d'une source, etc. Ces danses-là, puisque ce sont des danses vraiment traditionnelles, ancestrales, qui reflètent le quotidien. Or moi, mon quotidien, c'est prendre le RER, aller travailler, rentrer, faire les courses, etc. Donc c'est un petit peu ce mélange, c'est-à-dire garder cet état d'esprit traditionnel maghrébin, mais l'insérer dans notre quotidien urbain. Donc Kif Kif Bledi, c'est un peu le mélange de l'état d'esprit urbain tout en conservant les traditions maghrébines. Du coup, je me suis retrouvée avec un groupe encore une fois changé et éclectique où j'ai des Algériennes, des Tunisiennes, on a une Polonaise et on a une Sénégalaise. On a eu aussi une Irlandaise qui a joué le rôle de la Kabyle. Avec tout un travail de recherche derrière. Et toutes ces femmes-là sont absolument exceptionnelles. Elles ont aussi des activités professionnelles par ailleurs. On a une architecte, une linguiste, traductrice, une web designer, une qui travaille dans la communication. Donc c'est un groupe assez complet. Et petit à petit, le groupe de danse s'est transformé en un groupe activiste. Effectivement, pour tout d'abord faire rayonner la culture arabo-maghrébo-berbère, mais également vraiment enjoliver et puis porter au plus haut le rôle de la femme. Donc tout d'abord sur son statut social, mais également sur le statut d'artiste. On a des femmes qui sont compétentes, qui sont dans le respect. On a eu une certaine éducation. Je parle du Maghreb, mais on a aussi une fille parmi nous qui est libanaise et qui a fait un reportage sur les femmes au Liban, qui est absolument engagée. Vous voyez, on essaye d'effacer un petit peu ce stéréotype de nos propres familles qui disent la danseuse shtaha. Oui, c'est vrai que c'était une image à l'époque, même les musiciens, tout ça, c'était pas quelque chose qu'on voulait pour ses enfants à l'origine. Exactement, parce que c'était assimilé à des danseuses de cabaret. On dit danseuse, c'est cabaret. Alors moi, vous voyez… Vous voulez casser un peu ces codes, ouvrir un peu une nouvelle ère et puis reprendre les traditions aussi peut-être. Exactement, parce qu'après tout, on n'invente rien, on se fonde sur notre patrimoine, sur les traditions ancestrales. On n'a pas la prétention de dire que c'est du pur traditionnel, puisqu'à partir du moment où on le met sur une scène, de toute façon, ça perd de son authenticité. Donc on appelle ça des danses alternatives du Maghreb et aussi du Moyen-Orient pour la partie libanaise. Mais… ce qui nous conforte en fait dans ce choix, c'est que ce sont les mamans, ce sont les filles, ce sont les sœurs qui nous sollicitent, les grands-mères. Et que moi-même au Maroc, quand on a eu la chance d'être invité dans un village pour un festival, on m'a pas appelé shtaha, on m'a appelé le fnana. C'est l'artiste. Oui, l'artiste fnana. Voilà. Et du coup, ça m'a particulièrement touchée parce que j'étais la première fois qu'on a dû y aller, j'étais très stressée entre guillemets de l'image. Bien sûr qu'on pouvait avoir pour rendre tout ça, surtout ces trucs. Et donc là, c'est quoi votre actualité? Parce que ça c'est intéressant. Est-ce qu'il va y avoir un festival de tout ça? Vous allez projeter tous ces portraits que vous avez faits, vous allez nous montrer tous ces spectacles que vous êtes en train de concocter? Alors. Là, la troupe Kif Kif Bledi en elle-même, ça fait que 1 an qu'elle existe réellement.
Donc effectivement, on a fait déjà pas mal de choses. On a fait pas mal de festivals, que ce soit des festivals très traditionnels ou des festivals électro-arabes qui sont très à la mode en ce moment. À Paris, il y a des soirées toutes les semaines électro-arabes. Du coup, on construit des tableaux. Effectivement, la finalité, c'est de pouvoir proposer un spectacle qui englobe tout cet état d'esprit, qui soit réfléchi et posé, le reflet de notre message. Par ailleurs, on a des actualités en groupe, donc on a des spectacles, tout est sur notre page. Mais également, moi, je donne des stages, donc je suis sollicitée en tant que Raïssa Ley dans différentes villes en France. Par exemple, il y a 2 semaines, j'étais en Bretagne. J'ai eu la chance de donner des stages de danse berbère et également une conférence dansée, où je retrace l'histoire de chaque style. Et du coup, ça permet d'avoir une partie historique également qui est très très importante. Parce que, voilà, on a aussi le poids des restes colonialistes qui, pour certains, témoignent d'une certaine esthétique envers les femmes, encore une fois. Mais moi, je dis, méfiez-vous, une photo en noir et blanc où on voit une femme maghrébine dénudée, qui a des tatouages partout et qui regarde sourcils froncés le sol, ça ne sert à rien de la partager puisque cette femme est clairement non consentante. Voilà. Donc, il y a tout un travail de recherche et c'est aussi un petit peu mon combat, c'est que les danses maghrébines, les danses traditionnelles, les danses berbères, c'est un patrimoine immatériel. Je trouve que c'est un bon combat sur Kif, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes en train de mener ce combat pour, entre guillemets, réhabiliter la culture, entre guillemets, plus large que Berber oriental, mais, et en même temps, la femme, parce que vous voulez rendre effectivement à la femme cette dignité, cette noblesse, et de ne plus être une chetaha, comme vous dites, mais bien être une artiste, de faire vivre ça comme un art. Tout à fait, il y en a beaucoup au Maroc. Moi, quand je vais au Maroc, j'en vois encore des femmes qui dansent shluh, hidous, rgada un petit peu moins, mais je les vois, des femmes qui chantent, etc. Et vous voyez, c'est un petit peu l'ambiguïté de notre société maghrébine, c'est qu'on critique ces femmes-là, mais on les apprécie. Le pire exemple qu'on puisse avoir au Maroc, ce sont les chichettes. Les chichettes ont une réputation Maroc, hein, mais on a déjà tout ça. terrible. Une réputation, mais en réalité, c'est les premiers à se précipiter pour aller les voir. Voilà, il y a une grande hypocrisie autour de ça. Ce que vous êtes en train d'essayer de casser, ces codes-là. Un petit peu. Après, on n'est pas en train de dire non plus que ces femmes ne sont pas respectées. On dit juste qu'on aimerait qu'elles soient portées à un niveau plus haut. Comme des artistes, quoi. Comme des artistes à part entière, au même niveau que les hommes, et qu'elles puissent s'exprimer aussi par différents biais. Et que tout ce qu'on fait, c'est vraiment purement d'un point de vue artistique, conservation du patrimoine. Voilà, moi, tout ce que j'ai appris sur les danses du Maroc, c'est en ayant été au Maroc, en dansant avec la famille, en regardant la télévision marocaine tous les samedis soirs, je voyais tout un panel. Également, étant d'Oujda, j'étais très sensible au rail, à la culture algérienne. J'étais très sensible à des figures de femmes comme Chiharimiti, Cheb Bazawania. Chiharimiti, qu'on salue, voilà. Une très grande dame. Exactement. Qui est morte dans la misère d'ailleurs à Paris. C'est terrible ces femmes-là parce que comme elles n'avaient pas de reconnaissance et elles n'ont pas pu se coucher au statut social n'étant pas reconnues comme artistes, donc elles sont pratiquement dans la misère, quoi. Je parle des grandes chanteuses. Il y a ça, ou bien on a l'impression qu'elles rayonnent, que tout le monde les respecte, mais derrière il y a toujours un petit peu un homme qui est le manager, qui met la main basse un peu sur tout ça. Alors je ne vais pas extrapoler, on ne va pas généraliser, mais c'est vrai que malheureusement... En tout cas, vous êtes dans un monde de femmes. Avec Kif Kif Bladi, c'est un monde de femmes. Kif Kif Bladi, c'est un monde de femmes. Du manager à la danseuse, c'est un monde de femmes. Voilà, en tout cas, effectivement, il y a des gens qui m'ont dit ah, c'est super comme idée, quel est l'homme qui a eu cette idée ? Pourquoi ce réflexe-là ? C'est moi l'homme. C'est toi l'homme. C'est moi l'homme de la situation. En tous les cas, moi, comme l'émission touche à sa fin, est-ce que tu as un message à délivrer ? Parce que franchement, on pourrait t'écouter des heures et des heures parce que c'est très passionnant, parce que tu es dans la recherche historique, dans la construction. C'est quoi ton message aujourd'hui avec Kif Kif Bladi Alors moi, mon message, effectivement, il est multiple. Il est à la fois, tout d'abord, pour les femmes, donc de vraiment vouloir réaliser ses rêves jusqu'au bout et de ne pas se mettre de frontières. C'est-à-dire qu'on n'aura aucun regret de foncer et de se dire au moins j'aurais essayé. Et c'est valable pour tout, c'est valable pour les études, c'est valable pour le travail, c'est valable pour les projets.
Voilà, moi j'ai eu la chance de vouloir tout faire et de réussir à trouver un équilibre entre tout ça, c'est-à-dire avoir une vie professionnelle telle que je la désirais, pouvoir être artiste et voilà, avoir une certaine reconnaissance et continuer toujours dans la recherche. Donc c'est vraiment ça. Et ensuite, d'une manière globale, parce que je ne suis pas fermée que pour les femmes, c'est vraiment de se battre pour notre patrimoine culturel. Parce que comme je le disais, un patrimoine immatériel de nos jours, il va mourir. Voilà, la génération Facebook, Internet, de la microseconde de vie, sinon on n'est pas suivi. Qu'en est-il de nos traditions ancestrales ? Moi, je viens des montagnes, d'une tribu ancestrale. Il a suffi qu'une génération, au niveau de ma grand-mère, arrive en ville pour qu'on ne parle plus le berbère. Vous voyez, ça s'est fait en une génération. Donc déjà, on a perdu une grosse partie de nos traditions ancestrales. Moi, je ne parle pas malheureusement berbère, je parle Darija, d'Oujda. Donc voilà, il faut... Darija, d'Oujda, c'est presque Darija d'Algérie. C'est comme l'Algérie. C'est pour ça que je dis aux gens qui savent, parce que souvent un truc... Mais c'est dommage que vous voyez que vous avez perdu cette tradition, parce que moi, j'ai cette chance encore de parler, mais les plus jeunes de ma famille, on parle beaucoup moins bien que moi. C'est terrible de perdre un peu cette tradition. Ça va très vite. Parce que c'est notre patrimoine, en fin de compte. C'est ce qui fait notre part d'universel. C'est exactement ça, et je pense qu'il faut unir nos forces, parce que l'autre chose qui me tracasse énormément, c'est que vous voyez, Oujda, c'est à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne. Bien, il y a des conflits maroco-algériens qui n'ont pas de sens. Moi, je repense à ma famille, évidemment, tous les gens le mur d'Oujda. qui sépare des familles qui sont des deux côtés, parce que le problème, les gens ne savent pas, pour ceux qui le regardent, beaucoup de gens le savent, mais ceux qui ne connaissent pas bien, savent que des deux côtés, c'est des mêmes familles, il n'y a que la frontière qui les sépare. C'est des familles, c'est des drames familiaux qu'on vit. Oujda, il y a beaucoup de gens qui ont vécu en Algérie, ma propre famille a vécu en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu à Oujda. Et vice-versa. Ouais. Et moi, mon grand-père et son frère ont fait de la résistance durant l'Algérie française, ils ont été torturés, et ça me déchire d'entendre des Marocains et des Algériens de nouvelle génération de dire je t'aime pas, je t'aime pas. Mais pensez au respect des anciens qui se sont unis. Bon, l'ennemi à l'époque était la France. Contre cette cause commune, contre cet ennemi commun. Peuple à l'origine. Hein, exactement, et ils étaient vraiment frères. Et ça me désole qu'on n'arrive pas à s'unir. Ils le sont toujours, même s'ils se chamaillent, ils sont toujours... Après, il ne faut pas mélanger les aides, la géopolitique, les gens mal sont. Mais c'est bien sur ce message d'espoir, parce que l'émission est finie, donc on pourrait t'écouter à ça. En tous les cas, moi, ce que je peux te souhaiter, c'est beaucoup de réussite. Merci beaucoup. En tous les cas, je serai le premier à venir voir, parce que quand tu nous en parles, c'est passionnant. J'espère qu'on va être nombreux à venir te voir, donc on attend. J'espère que tu nous informeras, on pourra informer très vite du prochain spectacle, qu'on vienne voir un peu tout ça. Nous, on va se quitter, se retrouver donc toujours le lundi et vendredi à 20h avec un nouvel invité. Merci Raissa Ali, à très vite. Merci. Et il n'y a rien à ajouter, je pense, sur ce message. Allez au bout de vos rêves. Bonsoir et bonne soirée à toutes et tous.